une thématique très importante sur l'origine de la matière, et en particulier des éléments chimiques. On va voir d'où est-ce que ça vient, pourquoi on est fait de ce qu'on est fait, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour, eh bien, ces atomes qui sont dans l'univers se réunissent pour nous former. On va d'abord voir comment eh bien, toute cette matière s'est construite, quelle est l'origine exacte des éléments chimiques, en deux parties. Donc avec la même personne, Nicolas Prantzos, même personne que la dernière fois d'ailleurs, qui va nous parler dans ces deux vidéos de la fabrication des éléments. Vous allez voir que ça s'appelle la nucléosynthèse stellaire, un terme qui a l'air compliqué, mais qui en fait est relativement facile à comprendre. Voilà, je rappelle Nicolas Prantzos, qui travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et voilà, vous êtes chaud? On peut y aller? Let's go! Et ben c'est parti. L'origine des éléments chimiques, partie 1. Depuis les milieux du 19e siècle, on sait que tous les objets sur Terre, ainsi que notre planète elle-même, sont composés de combinaisons d'une centaine à peu près d'éléments chimiques qu'on voit sur ce tableau périodique bien connu depuis longtemps. Depuis aussi les milieux du 19e siècle, grâce à la spectroscopie, on a pu identifier les mêmes éléments à la surface d'autres objets dans le système solaire, notamment le Soleil, qui est l'étoile la plus proche. Comme on voit ici, grâce aux raies d'absorption qu'on observe à la photosphère du Soleil, la couche de l'atmosphère la plus externe, on peut non seulement identifier les divers éléments chimiques qu'on voit sur cette figure, mais aussi mesurer quantitativement les abondances de divers éléments. Et comment on peut exploiter la lumière visible pour avoir des informations sur la matière. Donc c'est ce qui a été fait, je reprends un peu les propos, c'est ce qui a été fait, il me semble que c'est 19e, hein, ces analyses-là, où on observe donc ce qu'il appelle la photosphère solaire. Donc c'est la partie un peu extérieure du Soleil. Et cette lumière-là qu'on observe, en fait, on est capable de connaître les éléments qui sont au niveau du Soleil grâce à ce qu'on appelle l'absorption atomique. Alors en fait, la lumière du Soleil, en passant à travers les différentes couches du Soleil, finalement, est capable d'être absorbée par les éléments qui sont présents dans le Soleil. Donc c'est ça un peu le truc, c'est que le Soleil certes émet de la lumière, mais une partie de cette lumière-là va être absorbée par les constituants même du Soleil. Et parmi les constituants, on a de l'hélium, du lithium, de l'oxygène, du carbone, de l'azote. Donc là, il y a quelques exemples proposés, mais en fait, il y en a plein. On va les voir par la suite. Et donc, ça a été une des premières fois où on a réussi à avoir une carte d'identité, un petit peu, si vous voulez, une signature des éléments qui sont présents dans notre étoile, sachant que ce sont aussi des éléments qu'on retrouve dans beaucoup d'étoiles de base. Donc ça, c'est grâce à ce qu'on appelle du coup l'absorption atomique. Le fait, encore une fois, que les éléments, les atomes comme l'hélium, le lithium, etc., sont capables, dans une certaine mesure, d'absorber une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Et en fonction de justement quelle partie ils reçoivent, quelle partie de la lumière ils sont capables d'absorber, eh ben, ça va laisser une trace dans le fameux arc-en-ciel qu'on voit ici. Ça va laisser normalement un trou, ça va laisser un endroit où il n'y a pas de lumière. Donc là, il a comblé les trous avec de la lumière, alors que là, il a représenté des spectres d'émission, alors qu'en réalité, c'est plutôt les raies d'absorption. Donc des trous noirs qu'il faudrait mettre, mais bon bref, on s'en fout un peu. L'idée c'est juste ça, c'est qu'on a observé l'arc-en-ciel mais avec des trous au milieu de l'arc-en-ciel, et ces trous en fait ils correspondent littéralement à des éléments qui étaient sur le chemin de la lumière et qui ont absorbé cette lumière là. Et c'est comme ça qu'on a réussi dans un premier temps à identifier un certain nombre d'éléments qui étaient dans les étoiles, et en particulier l'hélium qui tire son nom littéralement du dieu grec Hélios, et qui est pourquoi Hélios, parce que tout simplement c'est dans le soleil que on a été capable de découvrir pour la première fois cet élément, avant de se rendre compte qu'il y en avait en fait sur la Terre. C'est ça qui est un peu fou, c'est qu'on a mis en évidence la présence de cet élément d'abord dans notre étoile avant de réaliser qu'il était dans notre atmosphère et qu'on en respirait, quoi. C'est un truc de ouf. Bon bref, petite fun fact autour de l'hélium. Et on sait que cette composition chimique reflète la composition chimique initiale du Soleil. On sait que dans les cœurs du Soleil, il y a des réactions nucléaires qui modifient sa composition, mais ces réactions nucléaires ne touchent pas à la surface qui est beaucoup plus froide. La surface n'est pas affectée, donc on voit
à la surface du Soleil, sa composition, ou plutôt la composition du gaz à partir duquel il a été formé il y a 4,5 milliards d'années. C'est intéressant ça, la petite subtilité qu'il y a entre la composition de cette photosphère, qui est, on va dire, l'enveloppe externe du Soleil, pour le dire un peu rapidement et grossièrement, distinguer cette partie-là de l'intérieur même du Soleil, qui lui a une composition un peu plus dynamique et un peu plus changeante à cause des réactions de fusion nucléaire qui vont justement être à l'origine de la création de nouveaux éléments. Donc si on regarde effectivement plutôt la photosphère, on a un aperçu d'une composition qui ne bouge pas trop, qui n'a pas trop bougé depuis la formation de l'étoile et qui représente finalement le gaz qui était présent, la composition, excusez-moi, du gaz qui était présent avant que le Soleil apparaisse, quoi. C'est fou. Je connaissais pas trop cette distinction, mais c'est vrai qu'elle est importante. Cette nuance, elle est importante pour comprendre un peu pourquoi ce qu'on observe dans la photosphère en fait est révélateur de ce qu'il y avait avant, quoi. Et on peut faire la même chose avec un peu moins de précision pour des tas d'autres étoiles, des étoiles proches notamment au Soleil, ce qui nous permet d'établir cette courbe qu'on voit sur cette figure et qui représente l'abondance de différents éléments chimiques en fonction du nombre de protons dans leur noyau. On voit que cette courbe n'est pas uniforme, il y a des grandes variations, il s'agit d'une échelle logarithmique, avec les deux éléments légers, hydrogène et hélium, qui sont de loin les plus abondants, des ordres de grandeur plus abondants que le reste. Et puis, on voit une courbe en zigzag avec des hauts et des bas. Et ces hauts et bas, ce n'est pas le fruit du hasard, ça dépend directement des propriétés non pas chimiques, mais nucléaires des noyaux correspondants. Plus un noyau est stable sur le plan nucléaire, plus il est abondant sur cette courbe. Je refais une explication rapide pour reprendre ce qu'il a dit, pour les gens qui ont peur des graphiques. En fait, cette représentation, elle est très très simple. C'est juste qu'en ordonnée, vous avez une abondance, vous avez une quantité, si vous voulez, d'atomes. Et en abscisse, il parle du numéro atomique, là, c'est ce qu'on appelle Z, mais on s'en fout. C'est juste les éléments dans l'ordre du tableau périodique, si vous voulez. Avec le 1, c'est l'hydrogène, et après, ça va jusqu'à l'uranium 92, quoi. Et vous comptez les éléments dans l'ordre où ils sont classés dans le tableau périodique, de l'hydrogène jusqu'à l'uranium. Sachant que, voilà, on a vu tout à l'heure, les éléments, aujourd'hui, on considère qu'il y en a 118, mais fabriqués par l'univers... on peut s'arrêter à 92 avec l'uranium, ça va très bien. Ça comprend déjà la grande partie des éléments qui existent. Mais pas en valeur absolue. C'est par rapport à ses voisins. Le fer, par exemple, qu'on voit se détacher ici, un peu à gauche par rapport aux autres éléments. Oui, il est là, le fer. Hop. Donc là, il est en train de décrire les abondances relatives des éléments par rapport aux autres quand on regarde le fer et qu'on le compare à ses voisins, par exemple. Comment ça se fait qu'il y en a qui décrochent et qui sont plus élevés en abondance? C'est encore une fois, il l'a dit, la stabilité vraiment nucléaire donc des éléments, c'est-à-dire la stabilité de leur noyau. Quand on emploie le mot nucléaire, ça veut dire relatif au noyau de l'atome. Donc l'atome de fer, il a un noyau qui est composé de protons et de neutrons, et il s'avère que dans le noyau de fer, on a une grande stabilité du fait du nombre de protons et de neutrons qui sont présents et qui favorisent d'un point de vue physique fondamentale, physique quantique, l'existence de la stabilité, on va dire, de ce noyau en particulier. Voilà. Après, c'est des règles de physique fondamentale, c'est des lois de quantique que moi je ne maîtrise pas parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais voilà, pour grossièrement vous donner une idée de pourquoi les noyaux peuvent être stables ou pas. Il est beaucoup plus abondant que ses voisins. Il est le noyau le plus stable de la nature. Pourtant, il n'est pas plus abondant que l'oxygène ou le carbone, qui sont à gauche. La même courbe, on le voit aussi dans le cas d'autres étoiles. On pense donc que des processus similaires ont été à l'œuvre un peu partout dans l'univers et ont créé ces abondances, cette courbe d'abondance, un peu partout dans l'univers. Quantitativement, les abondances de l'hydrogène et de l'hélium qui se détachent sont par nombre, pour chaque une centaine de noyaux, il y a 90 noyaux d'hydrogène, 9 de l'hélium. Un noyau correspond à tous les autres éléments qui sont ensemble appelés des métaux par les astronomes, même s'ils ne sont pas des métaux au sens habituel du terme. Donc là, on en avait un peu parlé, mais voilà, pour les astronomes, tu peux résumer le tableau périodique à 3 éléments.
à 3 parties. L'hydrogène qui fait 90% de l'univers, l'hélium qui en fait 9 et le reste, un pouillème qui est représenté par les métaux. Ce qui est intéressant en fait dans ce schéma, qu'il a dit rapidement, mais en fait qui est assez fondamental, c'est que cette répartition-là en abondance, en fait, ils observent quasiment la même pour toutes les étoiles. Donc, ce qui veut dire que toutes les étoiles sont nées d'un environnement relativement similaire. En fait, c'est ça. Ça veut dire que dans l'univers, on a cette abondance-là parce que c'est de cette abondance que sont nées les étoiles, parce que ça reflète finalement la composition avant que les étoiles apparaissent. Donc, si on retrouve cette composition partout dans toutes les étoiles, ça veut dire que avant que ces étoiles apparaissent, il y avait cette composition-là, donc ça te donne une idée de la composition générale de l'univers. Donc c'est ça qui est fou, c'est pour ça qu'on parle d'abondance cosmique, parce que cosmique, c'est un adjectif qui veut bien dire relatif à l'univers. Donc c'est relatif à vraiment l'ensemble de l'univers, et du coup c'est l'abondance telle qu'elle existe au niveau de l'univers, au niveau relatif, des éléments les uns par rapport aux autres. Donc c'est assez fou de se dire quand même qu'on a cette tendance qui s'observe un peu partout, quoi. Voilà. C'est un truc de ouf. L'hélium, environ 28%, et les 2% restants, c'est tous les éléments plus lourds que l'hélium, donc les métaux. Pour expliquer donc cette courbe d'abondance, deux théories se sont affrontées dans les années 40. La première théorie de l'astrophysicien britannique Fred Hoyle, qui postulait que tous les éléments sont produits à l'intérieur des étoiles durant les révolutions par des réactions thermonucléaires aux températures très élevées qui existent au cœur des étoiles. Et en même temps, le physicien russe qui travaillait aux États-Unis, George Gamow, qui était un des pères fondateurs de la théorie du Big Bang, postulait que tous les éléments sont produits dans l'univers primordial très chaud du Big Bang. À noter que le terme Big Bang a été attribué par Hoyle lors d'une émission de la BBC, Hoyle de manière erronée. L'explosion de Hiroshima étant dans la tête de tout le monde à cette époque-là, 1948, Hoyle, qui toute sa vie n'a jamais cru à la théorie du Big Bang. Et Gamow postulait que tous les éléments sont produits donc dans cet univers primordial chaud par des captures successives de neutrons. Comment départager? Pardon, excusez-moi, je fais encore une parenthèse parce qu'il a parlé du terme erroné pour parler du Big Bang. En fait, Hoyle, via le terme Big Bang, voulait discréditer cette théorie-là qui a été avancée par Lemaître, en fait, à la base, Georges Lemaître. Oui, c'est ça. Hein. Cette fois, j'ai bien son nom. J'avais dit Lemoine la dernière fois, mais non. Parce que les chanoines, mais c'est bien Lemaître. Georges Lemaître, le Belge. C'est un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les Belges du chat. Let's go. Est-ce qu'il y a des Belges? Il y a des Belges dans le chat un petit peu, là. Bravo à vous. Bref, vous pouvez être fiers de votre Lemaître, puisque c'est un peu lui qui a pensé... qui a été le père fondateur, on va dire, de la théorie du Big Bang. Et pour discréditer cette théorie, Fred Hoyle, donc lorsqu'il est passé c'était la BBC, c'est ça, à la radio, et qui parlait justement des différentes théories qui existaient pour expliquer l'évolution de l'univers, bah, il voulait se foutre de la gueule un peu de Lemaître et dire ouais non mais en fait comment on peut penser que l'univers ait été un Big Bang, tu vois, c'était ça l'expression. Donc, et étonnamment, le mot a été réutilisé après par la suite par les tenants de cette théorie-là, et il s'est avéré que c'était plutôt la bonne, malheureusement pour Fred Hoyle. Donc c'est amusant, voilà, petit fun fact autour de ça. Et voilà, donc là, je rappelle deux théories qui s'affrontent. D'une part, Fred Hoyle qui dit en fait non, les éléments qu'on observe dans l'univers sont issus de ce qu'il appelle des réactions thermonucléaires. Bon, on verra un peu après ce que c'est, mais voilà, bref, des réactions qui se passent au niveau des noyaux des atomes et qui permettent de former au sein des étoiles justement toute cette abondance riche de tous ces éléments. Et Gamow de l'autre côté qui dit non mais en fait on n'a pas eu besoin des étoiles, l'univers dans son début a pu se charger de produire tout ça, quoi. Bon, aujourd'hui on sait la réponse, mais je ne la dis pas pour ceux éventuellement qui auraient encore des doutes. Les deux théories, comme souvent, c'est l'observation qui nous aide à départager deux théories opposées. Et dans ce cas, on a constaté au début des années 50 que dans les étoiles du halo de la Voie lactée, on a ici une coupe de la Voie lactée vue par la tranche, on voit le disque de la Voie lactée dans lequel se trouve le Soleil à environ 30 000 années-lumière du centre.
Et ce disque est entouré d'un halo beaucoup plus raréfié, composé des étoiles beaucoup plus vieilles que celles du disque. Et on a pu mesurer la composition des étoiles du halo, et on s'est rendu compte qu'elle est beaucoup plus faible en métaux, elle est dépourvue en métaux que les étoiles du disque comme le Soleil. Les étoiles du halo ont 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins d'éléments lourds que le Soleil. Oui, c'est bon, j'ai compris, j'ai regardé le truc. En fait, notre galaxie, mais comme je pense, j'imagine un peu la plupart des galaxies, la distribution des étoiles au sein de la galaxie sont plutôt faites sur un plan qui est indiqué ici, qui s'appelle, je ne sais même pas comment, s'il n'a pas un nom ce plan. Bref, vous avez au niveau de ce plan, en tout cas, une densité d'étoiles particulièrement importante, dont notre Soleil fait partie, mais en fait, vous avez aussi des étoiles qui sont en dehors du plan, qui sont dans ce fameux halo. Et ce qui a été remarqué, c'est qu'on a réussi à mesurer du coup la fameuse métallicité dont on avait parlé la dernière fois. Alors, c'est quoi la métallicité? C'est juste la quantité de métaux au sein de ces étoiles. Alors quand on dit métaux, encore une fois, on exclut juste l'hydrogène et l'hélium et on regarde les autres éléments. Donc ça, c'est les métaux, hein. C'est comme pour les astrophysiciens, les astronomes, pardon, alors que les chimistes, pour nous, c'est une hérésie d'appeler tout ça métaux. Mais bon, bref, anyway. On regarde la métallicité, donc la quantité de métaux, et en fait on se rend compte que pour les étoiles qui sont dans le halo, bah c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a moins d'éléments lourds, moins de métaux que dans les étoiles qui sont au contraire au niveau du disque, quoi. C'est ça, population 1. Les vieilles étoiles du halo galactique, population 2, contiennent moins d'éléments lourds, c'est ça, que la population stellaire plus jeune, population 1 du disque galactique. Oui, parce qu'en fait, celles qui se sont formées dans le halo sont plus vieilles, et après, le disque s'est structuré, je pense, avec le temps. Peut-être qu'au début, c'était pas en structure de disque, mais c'est venu après, quoi. Voilà. Bon, bref, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence de métallicité. Alors, si Gamow avait raison, il faudrait que toutes les étoiles, un peu partout dans l'univers, aient la même composition, les mêmes contenus en métaux, puisque tous les métaux étaient censés être produits lors du Big Bang. Ça va, vous avez compris ça? Parce que Gamow, il a dit quoi? Il a dit, lui, au Big Bang, bam, on a les mêmes... on a tous les éléments qui sont formés, voilà, on a une composition initiale qui provient du Big Bang. Sauf que si cette théorie est vraie, ça voudrait dire que quelle que soit l'étoile qu'on regarde, que ce soit une étoile dans le disque ou une étoile au contraire dans le halo ou où vous voulez, bah en fait, on devrait obtenir une proportion de métaux qui soit strictement identique. Or, c'est pas le cas. Donc ça prouve bien que il y a probablement un effet des étoiles, ou qu'il y a en tout cas des différences entre les étoiles qui fait que il y a des zones dans lesquelles les quantités sont différentes. Comment ça se fait qu'il y a cette hétérogénéité? Donc il y a probablement un effet des étoiles, enfin il y a un élément qui manque, quoi. Ce qui n'était pas le cas. Donc Hoyle avait raison, et au moins pour la majorité des éléments. Mais cette majorité d'éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, ne représente que 2% de la masse de l'univers, au moins de baryons. Ces 2% est effectivement formé dans les étoiles. Et Gamow, il avait tort. Cependant, il s'avère que les deux éléments les plus légers, l'hydrogène et l'hélium, correspondent à 98% de la masse des étoiles, des galaxies, du gaz interstellaire, de tout ça. Et ces éléments-là sont formés dans le Big Bang, dans l'univers primordial. Sur base de ces observations, Hoyle et ses collègues ont pu construire, au milieu des années 50, leur théorie de la formation d'éléments au cœur des étoiles. En publiant, on voit ici la bande de 4, les époux Geoff et Margaret Burbidge, William Fowler, un physicien nucléaire, et Fred Hoyle lui-même à droite, qui ont publié ces papiers fondamentaux en 1957 sur la synthèse des éléments dans les étoiles. La raison pour laquelle on voit aussi cette explosion thermonucléaire, c'est qu'ils se sont basés largement sur les résultats d'un test d'explosion thermonucléaire réalisé par les Américains au début des années 50, et dans lequel on a pu observer les résultats de l'explosion, donc d'autres noyaux, ce qui a permis d'établir la probabilité de diverses réactions nucléaires lors de l'explosion, notamment des réactions nucléaires avec les neutrons. Car les neutrons, la capture de neutrons par des noyaux plus légers, joue un rôle très important aussi à la formation des noyaux plus lourds. C'est un truc de ouf, c'est un mal pour un bien, encore une fois. Bon, moi, franchement, je suis plutôt contre les armes nucléaires, hein. Je suis pas un grand défenseur de la bombe atomique.
Mais quand il y a des pléthores de scientifiques geeks nerds avec des petites lunettes qui font des observations pendant les essais et qui arrivent à partir des phénomènes observés, c'est-à-dire là, la capture de neutrons, donc parce que lors de l'explosion, bah, tu vas avoir tellement d'énergie que tu vas avoir des neutrons, des noyaux des atomes qui vont être éjectés un peu de toutes parts. Bah, tu vas avoir certains noyaux d'atomes qui vont rechoper ces neutrons et qui vont éventuellement pouvoir faire des réactions du coup qu'il appelle thermonucléaires et qui vont donner éventuellement de nouveaux éléments, quoi. Donc c'est assez ouf qu'on ait pu tirer de ces tests aussi dramatiques et finalement non désirées, ces armes nucléaires le sont, bah, elles ont permis, en tout cas indirectement, à aider notre compréhension des phénomènes thermonucléaires et donc ils nous ont appris finalement ils nous ont donné quelques indices pour comprendre ce qui se passait au cœur des étoiles et éventuellement aussi au début de l'univers. Donc, au moins les noyaux plus lourds que le fer. Et à partir de ces papiers, on a commencé à comprendre comment les étoiles fabriquent les divers éléments, par quel processus, à quelle température, à quelle phase de leur évolution. En d'autres termes, la production de divers éléments chimiques est liée aux diverses étapes de la vie des étoiles. On va donc faire un petit tour à la vie des étoiles pour faire quelques rappels. Et on va utiliser beaucoup ce diagramme qui est probablement l'outil le plus utilisé en astrophysique, qu'on appelle le diagramme Hertzsprung-Russell, du nom de ces deux inventeurs, mais aussi souvent diagramme luminosité, température de surface. Ce sont des propriétés observables des étoiles. Et la luminosité sur l'axe vertical est exprimée en unité de la luminosité solaire et sur une échelle logarithmique. La grande majorité des étoiles, 90%, se trouvent sur la diagonale que vous voyez de haut à gauche vers le bas à droite. Et sur cette diagonale se trouvent 90% des étoiles et ils passent leur temps là en brûlant l'hydrogène, qui est l'élément le plus léger dans leur cœur, ce qui leur permet de dégager beaucoup d'énergie nucléaire qui est rayonnée dans les milieux environnants. Je reviens sur le graphique là pour rattraper les gens qui sont au fond de la classe et qui comprennent que dalle là. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Encore une fois, il faut comprendre les axes. L'axe désordonné, c'est la luminosité. Donc c'est à quel point l'étoile brille et émet de la lumière. Bon, jusque là, à peu près ok. Excusez-moi. 1 ici, 1 pardon là, ça veut dire que l'étoile brille comme le soleil. Okay. Après, si elle a 10 puissance 1 ici, donc elle brille 10 fois plus que le soleil, 10 puissance 200 fois plus, 1000, 10 000, etc. etc. Okay. Bon, ça va. L'axe des abscisses, c'est la température de surface de l'étoile. Donc à quel point l'étoile est chaude en surface. Là, on n'a pas mis la référence au soleil. Mais voilà, si vous voulez avoir une idée du soleil, il est là. Il est autour de... si j'arrive à lire, on est proche de 6000 degrés. Voilà. 6000 degrés Celsius environ. Enfin bon, c'est Kelvin et le Celsius à ces niveaux-là, c'est quasiment pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il a dit du coup, le monsieur, que l'ensemble des étoiles, la grande majorité, se trouvait dans cette fameuse diagonale. Qui veut dire que, en gros, plus une étoile est lumineuse, plus elle est chaude. Grosso merdo, ça se passe en général comme ça. C'est la tendance générale. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps vrai, parce qu'on a pas mal d'exceptions qui sont regroupées ici dans les différentes catégories que vous voyez, mais grosso merdo, plus c'est lumineux et plus ça va être chaud. Et aussi, plus c'est chaud, moins ça vit longtemps, parce que ça va consommer très rapidement son carburant qui est l'hydrogène, puisque en fait, là, je crois qu'il a commencé à le dire, mais l'étoile en elle-même consomme son hydrogène, fait la fusion de l'hydrogène, et c'est cette fusion de l'hydrogène qui va lui permettre de générer toute l'énergie qu'elle génère au cours de sa vie. Voilà. Après, là, je ne sais pas pourquoi il y a un lasso entre le soleil et les naines blanches. Je pense que c'est son évolution à travers le temps qui passe. On va voir. Environnant. Une fois l'hydrogène épuisé dans leur cœur, les étoiles se mettent à brûler l'hélium. Il devient des géantes rouges.
même des supergéantes rouges, oui, voilà, on est là. massives, donc ça évolue. un peu plus Soleil froide qui va là. et beaucoup plus lumineuse. Et après ces deux phases de combustion donc d'hydrogène et d'hélium, les petites étoiles, parce que là on va scinder notre récit en deux parties, les petites étoiles, oui. disons moins massives que 8 fois la masse du Soleil, perdent leur enveloppe sous forme de ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, on en connaît beaucoup, il y a des images superbes, notamment avec les télescopes spatials, vous voyez ici un exemple. Et cette enveloppe perdue dans l'espace contient aussi pas mal de produits de la nucléosynthèse de phase antérieure de la vie de l'étoile. Donc, je fais une petite parenthèse, les nébuleuses planétaires ne sont pas les planètes, d'accord? De la combustion d'hydrogène et de l'hélium. Et une fois l'enveloppe complètement perdue dans l'espace, ce qui reste derrière, c'est le cœur de l'étoile, un objet très chaud, un peu de la masse du Soleil environ, une sphère de gaz dégénéré, cristal, si vous voulez, composé de carbone et d'oxygène, qui s'appelle une naine blanche, qui reste inerte pour toute sa vie, plus de réactions nucléaires, il se refroidit très lentement. Ah, donc ça c'est intéressant, on est en train de voir différentes évolutions des étoiles. Il y a un premier schéma d'étoile qui commence comme le Soleil, qui passe en géante rouge lorsqu'elle a consommé tout son hydrogène, et ensuite, si l'étoile est inférieure, est une petite étoile, donc c'est inférieur à 8 fois la masse du Soleil, donc c'est le cas de finalement notre Soleil aussi. Oui, c'est ça, du coup. Inférieur à 8 fois la masse du Soleil, parce que le Soleil a une masse inférieure à 8 fois lui-même. Jusque-là, tout va bien. Donc bref, dans le cas des petites étoiles, les géantes rouges, elles vont évoluer vers une nébuleuse planétaire qui elle-même va aller vers une naine blanche. Donc bon, il a expliqué l'ensemble des processus, avec l'hydrogène qui va arrêter d'être consommé. On va passer à la consommation de l'hélium. Et ensuite, on va s'arrêter là en fait. Une fois que l'hélium a été consommé, elles vont devenir des naines blanches. Ça va devenir de toutes petites étoiles. Voilà. Qui vont se refroidir progressivement et se solidifier. Truc de ouf. Très lentement. Pour les étoiles massives, la situation est très différente. Les étoiles massives ont des cœurs qui sont beaucoup plus chauds. Et ils procèdent donc à travers toutes les étapes de la combustion nucléaire. C'est-à-dire non seulement ils brûlent l'hydrogène, puis l'hélium, qui forment un cœur de carbone et d'oxygène, comme c'est le cas des naines blanches, mais ils vont beaucoup plus loin. En fait, la vie d'une étoile, c'est une lutte permanente entre deux forces antagonistes. Entre la gravité, qui essaye d'écraser tout, de réduire la taille de l'étoile autant que possible, et puis une force interne, la pression, qui dépend beaucoup de la densité et la température. Et cette force interne, cette température interne, il y a les réactions nucléaires qui contribuent beaucoup en dégageant de l'énergie. Et chaque fois qu'une source d'énergie est épuisée, hydrogène, puis hélium, l'étoile se condense, fait monter sa température, parce qu'un gaz qu'on comprime devient plus chaud, ce qui permet de déclencher les réactions suivantes. C'est la fin de la première vidéo, la coupure est un peu forte là. mais la suite arrive. Je sais pas pourquoi ils ont découpé en deux vidéos, peut-être ça fait un peu dense sinon. Donc là il parle du deuxième scénario pour les étoiles. Des étoiles qui sont plus massives que le Soleil, pour le coup. Les étoiles plus massives que le Soleil, au lieu de s'arrêter à l'hélium, en fait, elles vont continuer de brûler il utilise l'emploi du mot brûler, d'ailleurs, je voulais le souligner parce que ce terme, il est plutôt incorrect. En réalité, il ne faudrait pas parler de brûler, mais plutôt de dire fusionner. On ne fait pas la combustion en réalité des éléments parce qu'on ne les brûle pas, on n'utilise pas l'oxygène comme élément qui va permettre de brûler les différents éléments, quoi. Non, c'est pas une combustion en réalité, c'est de la fusion nucléaire. Hein. Donc c'est pas le terme de combustion ou de faire brûler est pas correct. On l'emploie peut-être de manière un peu vulgarisée, mais c'est plutôt impropre par rapport au phénomène qu'on est en train de décrire. Mais bon, bref, fin de la parenthèse. L'idée c'est
là de comprendre que les grosses étoiles, elles, contrairement aux petites étoiles qui vont s'arrêter une fois qu'elles ont fait la fusion de l'hydrogène et de l'hélium, vont s'arrêter et vont se refroidir un peu tranquille. Là, les grosses, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont continuer de faire la fusion des autres éléments. Parce qu'avec l'hydrogène dont vous faites la fusion, vous créez de l'hélium. Ok. Après, vous faites la fusion de l'hélium. Quand vous faites la fusion de l'hélium, vous créez du lithium. D'accord. Après, avec le lithium, vous créez du beryllium, après du bore, après du carbone, après de l'oxygène. De l'azote, de l'oxygène, etc., etc. Bref, et là, les grosses étoiles, elles vont pas s'arrêter. Enfin, elles vont faire ça, elles vont créer, elles vont successivement faire la fusion des éléments les uns après les autres, de sorte à brûler tout ce qui est possible de brûler. Et comment elles peuvent faire ça? Parce que le corps de l'étoile va se contracter au fur et à mesure. Et en se contractant, les températures vont augmenter. Comme les températures sont plus élevées, ça va être de l'énergie disponible pour continuer la fusion. Et parce que la fusion est de plus en plus coûteuse. En fait, il faut bien vous dire que la fusion la plus simple à faire, c'est de l'hydrogène pour former de l'hélium. Après, c'est plus coûteux de faire de la fusion de l'hélium pour faire du lithium. Et c'est de plus en plus cher en énergie, c'est de plus en plus difficile. Et donc là, le fait que ça se contracte, ça va un peu dans le bon sens, entre guillemets, parce que ça permet d'avoir plus d'énergie à disposition et donc de permettre de la fusion qui était moins favorable avant. Voilà. Donc on va progressivement comme ça faire la fusion des éléments, effectivement jusqu'au fer, comme l'a dit Égyptien dans le chat. Et ça va continuer comme ça à se contracter. Il a dit quelque chose de très intéressant qui est assez global, qui concerne un peu toutes les étoiles, c'est que les étoiles ont vraiment pour qu'une étoile puisse exister, il y a un équilibre au sein de l'étoile qui fait qu'elle, grosso merdo, pendant sa vie, pendant ses débuts en tout cas, elle ne change pas trop de taille, et cet équilibre, en fait c'est cet équilibre-là qui va dicter la taille de l'étoile, c'est l'équilibre entre une force qui va faire avoir tendance à la contracter, donc ça c'est la gravitation en fait, parce que la gravitation c'est la masse attire la masse, donc le fait que plus tu as quelque chose de massif, et c'est le cas des étoiles, mais les étoiles c'est très massif, plus la matière va avoir tendance à s'agglutiner, à s'accréter de sorte à former des corps de plus en plus denses. Donc d'un côté tu as la gravitation qui en fait va concentrer, va avoir tendance à appuyer et à vraiment condenser le corps, et de l'autre côté tu as une force qui au contraire repousse l'étoile, qui sont des forces, il parle de forces de pression, on va dire ça va être les forces justement liées à la production d'énergie, l'énergie de fusion qui va avoir tendance à au contraire dégager, à repousser les atomes les uns par rapport aux autres, et à faire en sorte que au contraire on repousse la matière. Et chaque fois qu'une source d'énergie est épuisée, hydrogène puis hélium, l'étoile se condense, fait monter sa température, parce qu'un gaz qu'on comprime devient plus chaud, ce qui permet de déclencher les réactions suivantes. On entendra voir ce qu'on a déjà vu. Mais... Après la combustion de l'hélium, la température monte dans le cœur de l'étoile à 1 milliard de degrés, et ça brûle le carbone et l'oxygène pour former du néon, c'est du magnésium, des noyaux un peu plus lourds. On enchaîne. Après ça, c'est l'étape suivante. Ça dure que quelques années seulement dans le cœur de l'étoile. La température monte à 1,7 milliard de degrés. Et les produits de la phase précédente, donc l'oxygène et le magnésium, brûlent à des températures encore plus élevées. Et ainsi de suite pour arriver à la formation au centre de l'étoile d'un cœur de fer. Et ouais. À ce moment-là, l'étoile a une énorme enveloppe, 700 millions de kilomètres, donc 1000 fois plus grande que le Soleil. Et puis un cœur de la taille de la Lune, un cœur composé de fer. Or, comme on a dit tout à l'heure, le fer est le noyau le plus stable de la nature. Ça veut dire que ces réactions ne sont pas exothermiques. Ils ne produisent pas de l'énergie. Au contraire, si vous voulez faire réagir le noyau de fer avec autre chose, il faudra fournir de l'énergie. Donc l'étoile a vraiment épuisé ses ressources d'énergie nucléaire et son cœur défaillant, il s'effondre à ce moment-là. Ce qui suit... En fait, donc effectivement, alors Gibus, lui, il le fait par étapes. C'est pour que les gens s'imaginent un petit peu quelles sont les étapes les plus prioritaires parmi les autres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on peut imaginer que toutes les étapes soient un peu en même temps, mais il y en a des favorisées par rapport à d'autres. Parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que la nature, c'est une radine, quoi. La nature ne joue qu'à l'économie. Ok ?
Salut Flybux. La nature, son objectif, c'est vraiment d'économiser le maximum d'énergie en fait, et d'être en mode je veux pas dépenser de l'énergie, ou si je dépense de l'énergie, c'est pour pouvoir être remboursé plus tard, et à rembourser avec un taux d'intérêt. Voilà, en gros, la nature est une banque qui veut soit de l'argent, ou si elle veut pas d'argent et qu'elle t'en prête, mais c'est pour mieux en avoir plus tard. C'est un peu ça l'idée. Et c'est ça aussi ce qui se passe, enfin on peut le voir un peu comme ça dans les étoiles, où finalement t'as tout un tas de réactions de fusion qui sont un peu en compétition, c'est vrai. Tu peux imaginer que la réaction qui permet de produire du silicium par exemple ou du soufre est en compétition avec celle qui permet de produire du carbone et de l'oxygène. Mais en fait dans un cas tu vas avoir une réaction qui a un coût vraiment très réduit à faire en fusion et qui est plutôt favorable, donc d'un point de vue énergétique tout simplement, qui coûte moins cher à faire. Donc la nature va avoir tendance à plutôt faire les réactions d'abord qui sont les moins coûteuses, et puis après quand elle a vraiment épuisé cette possibilité-là, elle va s'attarder sur les choses qui sont les plus chiantes et les plus coûteuses à faire, c'est-à-dire les éléments les plus lourds. Donc même si c'est pas par étapes tout à fait, il y a quand même ce scénario un peu global qui apparaît, même si c'est pas aussi strict. Après, souvent, ce qu'on dit aussi pour avoir cette représentation-là, on dit que l'étoile a un peu une structure d'oignon finalement, où effectivement les éléments sont relativement bien répartis par couche. Alors après, voilà, il n'y a pas effectivement de frontières extrêmement distinctes entre les différentes couches, mais globalement, si on arrivait à sonder l'intérieur de l'étoile, on verrait quand même qu'il y ait la présence de certaines couches plus prédominantes dans certains éléments que d'autres, quoi. Voilà. Et pour autant, en fait, l'enveloppe resterait en place. C'est-à-dire que l'étoile se contracte dans son intérieur, qui fonctionne et qui fait de la fusion, mais son extérieur reste présent. Donc, faut pas s'imaginer non plus que toute l'étoile est en train de se contracter. On va dire c'est la partie active de l'étoile qui continue sa contraction. Et donc là, il explique qu'au bout d'un moment, on obtient un noyau de fer et en fait l'étoile s'arrête là. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça devient trop coûteux pour l'étoile de faire la fusion du fer. Pourquoi ? Parce que en faisant la fusion du fer, tu fais l'élément qui est après le fer. D'ailleurs je sais même pas, je me souviens plus quel est l'élément après le fer. C'est pas le manganèse. Non, c'est pas le magnésium, peut-être le manganèse, je me souviens plus. Bref. Si tu veux faire la fusion du fer pour former l'élément suivant par exemple, en fait ça va être beaucoup trop coûteux et donc la nature a préféré ne pas le faire, quoi. Quand je dis beaucoup trop coûteux, c'est que par rapport à ce que tu peux gagner, parce que jusqu'à maintenant les mécanismes de fusion qui se faisaient, c'était des mécanismes qui étaient profitables en fait. Enfin, l'étoile faisait la fusion et récoltait de l'énergie en retour en fait. La fusion, l'étoile ne faisait pas la fusion gratuitement. Je vous rappelle que l'étoile est une grosse radine. Donc l'objectif de l'étoile, c'est de faire la fusion des éléments. Certes, ça lui coûte de l'énergie de faire de la fusion, mais ça lui rapporte beaucoup en échange. Et tant que ça lui rapporte plus que ce que ça lui coûte, l'étoile va continuer à le faire. Sauf que pour le fer, c'est l'inverse. À partir du fer, ça commence à coûter plus cher à l'étoile de faire la fusion que de ne pas la faire. Donc du coup, elle s'arrête. Parce que flemme, quoi. Tu vas pas commencer à investir dans quelque chose qui va pas te rapporter. Je vous dis, c'est la banque, quoi. Donc voilà, elle s'arrête là et ciao. Ça dégage. Et après, il va expliquer que ça va pas rester comme ça. Malheureusement ou heureusement, ça va partir un peu en sucette. Il faudra fournir de l'énergie. Donc l'étoile a vraiment épuisé ses ressources d'énergie nucléaire et son cœur défaillant, il s'effondre à ce moment-là. Ce qui suit est beaucoup plus compliqué. Et ça fait d'ailleurs l'objet de recherches très actives aujourd'hui. Mais on sait que cet effondrement se transforme en explosion. L'effondrement s'arrête quand la densité devient très très grande, de l'ordre de la densité de matière nucléaire. L'effondrement s'arrête, il y a un nombre de chocs qui se produit et qui se propage dans l'enveloppe. Il y a toutes les couches au-dessus qui restent avec leur composition antérieure, le silicium, l'oxygène, le néon, le carbone. À ce moment-là, l'étoile, dans ses diverses strates, conserve les produits de différentes phases de son évolution. C'est un peu l'inverse de ce qui se passe avec les strates géologiques terrestres. Sur Terre, plus on va en profondeur, plus on rencontre des couches anciennes.
Dans le cas de l'étoile, c'est l'inverse. Plus on va en profondeur, plus on voit les résultats de l'activité récente de l'étoile. En tout cas, l'onde de choc se propage dans l'enveloppe. En transmettant son énergie, ça chauffe ses couches à des températures de milliards de degrés. Et comme il y a du combustible encore, d'autres réactions nucléaires se produisent, mais sur une échelle de temps beaucoup plus courte, de quelques secondes, ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive. Tous ces noyaux qui ont été formés pendant la vie calme de l'étoile ou durant l'explosion, finalement, sont projetés dans les milieux extérieurs. C'est le résultat de la nucléosynthèse qui sont injectés dans les milieux interstellaires et qui l'enrichissent en métaux. Et ce qui reste derrière, dans le cas de l'explosion des étoiles massives, c'est soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. En d'autres termes, les supernovae, parce que ça c'est une explosion de supernova, sont les alchimistes en chef de l'univers. C'est ces explosions stellaires qui produisent tous les éléments, ou presque tous les éléments chimiques. Voilà, ça c'est une dinguerie aussi. Bah voilà, grosse révélation hein, pour ceux qui ne savaient pas. Mais l'entièreté de ce que vous connaissez du tableau périodique, si on exclut les éléments artificiels, encore une fois, c'est-à-dire les éléments qui sont au-delà de l'uranium, donc ça va être les éléments entre le 92e et le 118e, on va dire. Si on exclut ces éléments-là qui sont essentiellement artificiels, le reste du tableau, c'est créé par la nature, par ce phénomène de nucléosynthèse stellaire, ce qui veut littéralement dire la synthèse, donc nucléosynthèse, donc la synthèse. Nucléus, c'est le noyau en fait, tout simplement, le noyau des atomes. Et stellaire, parce que c'est relatif aux étoiles, donc nucléosynthèse stellaire, ça veut dire la synthèse des noyaux par les étoiles. Et donc il parle de deux phénomènes de nucléosynthèse en fait pour faire le bilan. Il y a d'une part celle qui a lieu au cours de la vie de l'étoile, et c'est ce que vous avez vu avec la consommation progressive des différentes couches, des différents éléments, le fait que une fois que l'hydrogène est consommé, on passe à l'hélium, après on passe au lithium, après au beryllium, etc. etc. Donc ça permet de créer déjà tout un tas d'éléments jusqu'au fer, mais ça ne s'arrête pas là, c'est qu'une fois que le fer est au niveau du noyau, il y a toujours le noyau qui continue d'être comprimé, jusqu'à un moment où il n'en peut plus finalement, et il finit par lâcher et exploser dans une sorte de supernova, enfin, c'est une sorte d'explosion un petit peu si vous voulez, relarguer une grosse énergie, une grosse quantité d'énergie qui, cette énergie va être communiquée à toutes les autres couches qui ont été formées, et cette énergie va permettre littéralement de produire les autres éléments qui sont après le fer jusqu'à l'uranium. Donc c'est ça qui est fou, c'est que grâce à cette nucléosynthèse, je crois, explosive, il l'a appelé, on peut réussir à compléter le tableau périodique du fer jusqu'à l'uranium parce qu'on communique en très peu de temps une grosse quantité d'énergie qui va servir à faire l'ensemble des éléments, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Et donc cette nucléosynthèse stellaire, enfin cette nucléosynthèse explosive, elle sert non seulement à créer les éléments jusqu'au l'uranium, mais aussi elle permet de déverser, si vous voulez, les éléments dans l'environnement de l'étoile, donc les générer, on va dire, dans l'univers et les relarguer un peu partout, quoi. Enfin, un peu partout. À une certaine distance, évidemment, mais voilà, donc c'est un phénomène qui est assez on va dire, crucial pour expliquer l'abondance des éléments qu'on a aujourd'hui et pourquoi après, aujourd'hui, on est capable de retrouver ces éléments sur des planètes comme la Terre. C'est parce que, mais ça il l'expliquera peut-être après, c'est parce que la Terre, justement, est issue de l'accrétion de matière qui elle-même provient des étoiles. Donc voilà, on répond à la fameuse question en caps lock de mon émission ce soir. Êtes-vous poussière d'étoiles ? Eh bien oui, puisque tout ce qui vous compose, vous et l'entièreté de la planète, est issu de supernova, de la mort d'étoiles avant l'apparition de notre Soleil. Donc voilà, formidable, n'est-ce pas ? On voit ici la trace ou le rémanent d'une telle explosion, la nébuleuse du Crabe, relativement proche du Soleil. Une explosion qui a eu lieu il y a 1 millier d'années, en 1054, et qui a été reportée par les astronomes chinois de l'époque. Il a été vu en tant qu'explosion. Maintenant, 1000 ans plus tard, on voit le reste de cette explosion qui sont éparpillés un peu dans les milieux interstellaires. Et sur le diagramme suivant, on voit à nouveau
un reste de supernova, cette fois-ci beaucoup plus vieille, 11 000 ans, la nébuleuse de Vela. Et on voit qu'elle est beaucoup plus raréfiée, bien sûr. Sur 11 000 ans, il a eu beaucoup plus le temps de se diluer dans les milieux interstellaires. Et si on revient dans quelques milliers d'années encore, il sera encore plus dilué jusqu'au point où il deviendra totalement invisible. Le reste de l'explosion se dilue, se disperse lentement dans les milieux interstellaires. Il enrichit en métaux, éléments plus lourds. Et des milliers ou des millions d'années plus tard, quand ces restes de supernovas, quand ces milieux interstellaires vont se calmer, parce que là, c'est encore un état de choc, il est encore assez chaud, mais quand elle va suffisamment se refroidir, il pourra se condenser, et par ces condensations, de nouvelles générations stellaires vont se former, cette fois-ci beaucoup plus riches en métaux que les précédentes. Et c'est ainsi qu'on a pu établir, ici je vous le montre de manière qualitative, ce cycle de l'enrichissement du milieu interstellaire à partir du matériel primordial qui sort du Big Bang, riche notamment en hydrogène et hélium-4, avec des traces de quelques noyaux mineurs comme le deutérium, l'hélium-3 et le lithium-7. Je fais encore une pause pour rebondir sur ce qu'il disait sur le fait que tu as la supernova, tu as les éléments qui sont distribués un peu partout dans l'environnement et qui mettent du temps, vraiment l'onde de choc elle continue, et moi j'avais même appris que cette énergie libérée par la supernova, bon, elle traverse vraiment des distances quand même assez astronomiques, sans mauvais jeu de mots, et ça peut être même un facteur qui va initier l'apparition de nouvelles étoiles, parce que ça va être une onde d'énergie qui va des fois être suffisante pour initier de l'apparition d'étoiles, parce que des fois, il faut juste, pour qu'une étoile apparaisse, il faut juste, entre guillemets, avoir une zone avec de la densité de matière suffisamment importante d'une part, mais des fois, il faut qu'il y ait la petite pichenette d'énergie qui initie, on va dire, l'amorce de la naissance de l'étoile, et cette amorce, elle peut venir d'une source d'énergie comme l'énergie fournie par une supernova qui est pas trop loin, quoi. Donc c'est marrant comme aussi la mort des étoiles peuvent, dans certains cas, conduire aussi à l'apparition de nouvelles étoiles. C'est un processus qui, finalement, un peu se répète et un peu cyclique. On peut le voir un peu de cette manière-là. Voilà, petit aparté là-dessus. Là, il parle, là, il est en train de représenter le Big Bang, on va dire, enfin, la contribution du Big Bang aux éléments, en parlant du fait que quand ils sondent les milieux où il y a moins d'étoiles, ils arrivent à avoir la composition en hydrogène et en hélium. Je crois que c'est ça. Pas sûr, je suis peut-être en train de faire un contresens. Je reviens un peu en arrière pour être sûr de savoir ce qu'il dit. Ce cycle de l'enrichissement du milieu interstellaire à partir du matériel primordial qui sort du Big Bang, riche notamment en hydrogène et hélium-4, avec des traces de quelques noyaux mineurs comme le deutérium, l'hélium-3 et le lithium-7. Ces matériaux forment des galaxies, et au sein des galaxies, des étoiles sont formées, des petites et des massives. Les petites étoiles forment des géantes rouges qui brûlent l'hélium dans leur cœur pour former du carbone-oxygène. Les étoiles massives forment des supergéantes rouges qui brûlent non seulement l'hélium, le carbone, l'oxygène, mais tous les éléments encore plus lourds jusqu'au niveau du fer. Les premières deviennent des nébuleuses planétaires et éjectent le carbone, l'azote et quelques éléments riches en neutrons qu'on appelle des éléments S. Les deuxièmes explosent en supernovae, produisent tous les noyaux jusqu'au pic du fer, plus aussi quelques noyaux riches en neutrons, mais produits par des captures de neutrons sur des échelles de temps courtes. Le premier laisse derrière des naines blanches, le deuxième soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Si la naine blanche est toute seule, il ne se passe rien, mais si elle a un compagnon, il peut augmenter sa masse au-delà de la limite qu'elle peut supporter. Il y a une masse limite au-delà de laquelle la naine blanche ne peut pas supporter son propre poids, et elle explose. C'est une explosion thermonucléaire, aucun rapport avec l'explosion précédente, mais c'est une explosion de supernova qu'on appelle des supernovae de type A, et ces explosions-là produisent la majorité des éléments du pic du fer dans l'univers. Pour les étoiles à neutrons, c'est pareil. Quand elles sont toutes seules, il ne se passe rien. Quand ils sont accompagnés d'une autre étoile à neutrons, ils peuvent fusionner à un moment, des millions d'années plus tard. Ça donne aussi naissance à une explosion. Et on en a vu de telles explosions. On en avait une récemment, sous forme de sursaut gamma. Et ces explosions, on pense qu'ils produisent une partie des noyaux plus lourds que le fer, qu'on appelle des noyaux R, qui sont aussi très très riches en neutrons. Tous ces noyaux se trouvent dans les milieux interstellaires, dans lesquels il se passe encore quelque chose,
Ça s'arrête pas là. Les noyaux de lithium-beryllium. Vous croyez que c'était fini? C'est pas fini. Assez fragiles, qui sont jamais produits au cœur des étoiles. Elles sont détruites au cœur des étoiles. Ils sont produits dans les milieux interstellaires. Parce que dans les milieux interstellaires, il y a beaucoup de noyaux de carbone, azote, oxygène abondants qui sont cassés par les rayons cosmiques. Ce n'est pas un processus de fusion thermonucléaire, c'est un processus qui casse les noyaux, les rayons cosmiques étant des particules très énergétiques. Et finalement, tous ces beaux mondes, à un moment, donnent naissance à de nouvelles générations stellaires et le cycle reprend à nouveau. Let's go! C'est bon, vous avez compris. On fait un petit quiz maintenant. Là, en fait, ce qu'il explique, bon, il faut que je résume. Ce qu'il explique, Nicolas, c'est quelles sont les différentes sources dans l'univers qui justifient la présence des éléments qu'on voit aujourd'hui. En fait, d'où viennent les éléments qui viennent? Quels sont les différents phénomènes astrophysiques qui contribuent à l'enrichissement de l'univers, du cosmos en ces éléments-là? Donc, d'une part, il y a les petites étoiles avec l'évolution que je viens de décrire. D'autre part, il y a les étoiles massives qui, elles, évoluent en supergéantes rouges, qui, voilà, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais fait la fusion de toutes ces couches, etc., évolue vers une supernova qui elle-même délivre tout un tas d'éléments, dont les plus lourds dans l'univers. Mais c'est pas ça, c'est pas que ça, pardon. Il rajoute aussi d'autres facteurs qui peuvent arriver. Les nébuleuses planétaires, par exemple, peuvent évoluer s'il y a... les nébuleuses planétaires, elles deviennent après des naines blanches, mais ces naines blanches, elles peuvent évoluer et générer une supernova si il y a une autre étoile à proximité. Et on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de systèmes binaires qui existent, donc deux étoiles qui se tournent autour. Donc on ne sait pas, mais c'est un phénomène qui peut qui peut être présent. Donc même les petites étoiles entre guillemets peuvent générer des supernovas. Les supernovas ne sont finalement pas que l'apanage des grosses étoiles, donc ça, voilà, quelque chose que vous pouvez apprendre éventuellement, c'est que même les petites étoiles peuvent générer des supernovas si elles sont dans un environnement qui leur permette de faire cette explosion, entre guillemets. Et aussi, on peut générer des supernovas à partir des étoiles à neutrons qui sont normalement les résultats des étoiles résultantes de l'évolution des supergéantes rouges. Mais bon, bref, tout ça pour dire, parce que ça fait beaucoup de catégories d'étoiles, c'est compliqué, je vous l'accorde, hein. Même moi, demain, je ne saurais pas vous ressortir ce schéma, hein. Le but, c'est pas qu'on comprenne tous les types d'étoiles qui existent. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a des phénomènes assez différents, finalement, qui contribuent à l'enrichissement de l'univers dans tous ces éléments, avec chaque phénomène qui apporte son lot d'éléments, des phénomènes qui apportent des éléments parfois très lourds, et d'autres, au contraire, qui apportent des éléments un peu plus légers. Et en plus de ça, au milieu de ça, tu as les rayons cosmiques qui viennent faire aussi de la synthèse d'éléments sur certains objets du milieu interstellaire. Il y a dans le milieu interstellaire, qui est un milieu relativement peu dense, avec peu de matière, il y a quand même des petits grains qui se baladent sur lesquels vous avez de la matière, du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Ces éléments se font bombarder par des rayons cosmiques et l'énergie des rayons cosmiques va être suffisante pour transformer aussi ces éléments dans des éléments un peu plus lourds. Des éléments plus légers comme le lithium, beryllium, bore, parce que carbone, azote, oxygène, c'est plus lourd que lithium, beryllium, bore. Donc bref, vous avez un ensemble de processus. Vous n'avez pas besoin de les retenir parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup et que c'est un peu le bordel, qu'on n'est pas des spécialistes. Mais bon, bref. Les étoiles, en tout cas, qu'elles soient accompagnées ou pas accompagnées, elles vont jouer un rôle vraiment indéniable dans la production des éléments qu'on observe aujourd'hui dans le cosmos et après qu'on observe également aujourd'hui sur notre propre planète, quoi. C'est ça qu'il faut pas perdre en tête. C'est pas que des éléments qu'on observe à l'extérieur, mais c'est aussi à l'extérieur de notre atmosphère, mais c'est aussi les éléments qui constituent notre atmosphère terrestre. La Terre en elle-même, nous, tout l'environnement, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est la résultante de ces phénomènes cosmiques que vous voyez devant vous littéralement, quoi. Le monde, à un moment, donne naissance à de nouvelles générations stellaires et le cycle reprend à nouveau. On peut quantifier, ce processus est assez compliqué dans son ensemble. Il faut tenir compte, il faut connaître beaucoup de choses sur la vie des étoiles, sur ce qui se passe dans le cœur des étoiles, sur la manière dont les étoiles finissent leur vie, dont ces matériels est éjecté dans les milieux interstellaires et réincorporé dans les nouvelles générations stellaires. Mais aujourd'hui, après plusieurs décennies, après le papier fondamental de Babbage, Fowler et Hoyle, on a une assez bonne idée
de la manière dont cela se passe. D'ailleurs, Willy Fowler a eu un prix Nobel en 1983 pour sa contribution à comprendre vraiment ces processus-là. Et pour revenir au tableau périodique des éléments... C'est trop marrant, parce que je fais une mini-pause aparté. Cette infographie-là, je crois que à peu près une fois par mois, je la vois passer dans mon fil Twitter. On sait quantitativement quelle portion de chaque élément est produit par quel processus. Sur ce tableau, par exemple, on voit que l'hydrogène et l'hélium, les deux éléments du haut du tableau, sont coloriés en bleu. Ils sont produits essentiellement lors du Big Bang. Pour l'hélium, il y a une toute petite partie en jaune qui montre qu'il est produit aussi par les étoiles de faible masse quand elles sont sous la forme de nébuleuses planétaires. Les noyaux en vert, par exemple, sont produits par les explosions des étoiles massives, les supernovae. C'est le cas de l'oxygène ou du néon, du sodium, etc. Et puis les noyaux plus lourds que le fer, coloriés le fer, il est là. En jaune, sont produits par les petites étoiles, c'est le processus S. Ou en marron, là, c'est le processus R, donc les étoiles à neutrons en fusion. Ainsi, les astrophysiciens ont pu comprendre comment les étoiles dans l'univers peuvent jouer le rôle d'alchimistes du Moyen-Âge qui essayaient dans leur laboratoire de transformer le plomb, par exemple, en or. On sait comment les étoiles sont capables de faire ça, de transformer des éléments plus légers en éléments plus lourds, notamment en or. En l'occurrence, c'est les fusions des étoiles à neutrons, manifestement, qui fabriquent l'or, mais aussi tous les autres éléments dans l'univers. C'était une entreprise qui a duré plusieurs décennies, qui a impliqué à la fois des physiciens nucléaires, des astronomes, des théoriciens de l'évolution stellaire, des observateurs, et qui a abouti à ces résultats-là. La compréhension de l'origine des éléments s'est considérée comme un des triomphes, non seulement de l'astrophysique, mais de la physique du XXe siècle. Et pour terminer, sur ce diagramme, on voit la composition chimique en nombre du Soleil à gauche, des êtres vivants à droite, les bactéries et les humains, et de la Terre, les trois colonnes du milieu, de la croûte terrestre ou de l'atmosphère terrestre. Et on voit que la composition des êtres vivants se rapproche plus de la composition du Soleil et des étoiles. Quand vous voyez l'ordre des éléments, il est vrai que l'hélium existe dans le Soleil en grande abondance, pas trop chez mais les pas humains, dans les êtres vivants, ni sur Qu'est-ce Terre. qu'il nous fait là, Nico? À part l'hélium, l'ordre c'est Nico qui craque là. Nicolas, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est en train de nous pranker là. Prends toast là, prends sauce, prends cause. Oxygène, carbone, azote pour les êtres vivants. Bof là. Et c'est pareil, hydrogène, oxygène, carbone. J'ai jamais vu ce slide qu'il a sorti de son chapeau. Pour le Soleil. Ouais, bon, il compare les compositions. Il a l'air de dire regardez, les bactéries et les humains ça ressemble au Soleil, alors que pas trop à la croûte terrestre. Je sais pas trop où il va avec ça, mais. En revanche, l'hydrogène ou l'azote n'existent pas dans la croûte terrestre. Ouais. Notre composition est donc plus proche de l'étoile que de notre planète Terre. On est des enfants des étoiles, ça c'est bien connu, mais en plus, non seulement notre âge, donc l'âge de nos composantes est de quelques milliards d'années, une partie de nous-mêmes est beaucoup plus vieille, car l'hydrogène qui existe dans notre corps, quelques kilos dans chacun d'entre nous, qui fait partie de l'eau de notre corps, donc ces quelques kilos ont un âge beaucoup plus grand, un âge de 13,8 milliards d'années. On est plus vieux parce que la Terre. l'hydrogène n'est pas produit par les étoiles, les vrai. étoiles consomment l'hydrogène. L'hydrogène sort directement du Big Bang. Et ouais. Une partie de nous-mêmes donc est aussi vieille que l'univers. On pourrait s'attendre à ce que ça nous rend un peu plus sages, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Cette chute de ouf! Bon, ouais, je la connaissais pas, cette petite slide, j'avoue, là, c'est la petite cerise sur le gâteau, je pense. Hein. L'hydrogène du Big Bang, oui. Ouais, c'est ça. En fait, on peut dire qu'on est effectivement plus vieux que notre propre planète, ce qui fait bizarre, hein, dit comme ça, parce que notre hydrogène provient des premiers âges de l'univers, alors que, effectivement, notre planète, enfin, la croûte terrestre en elle-même, donc là, vous avez la Terre, la croûte terrestre et l'atmosphère de la Terre, est assez peu composée en hydrogène, enfin, quoique. L'atmosphère de la Terre, il y a de l'hydrogène dans l'atmosphère de la Terre, en fait, techniquement, puisqu'il y a de l'eau dans l'atmosphère de la Terre. Bon, c'est un peu... bon, ce dernier slide, elle est un peu gratuite, mais
C'est juste histoire de raccrocher sur le monde du vivant, quoi. En fait, moi, ce que je tirerais de cette slide, plutôt, c'est de montrer à quel point le vivant est au contraire très différent des autres environnements, et que le vivant est un phénomène à part, en fait. C'est un phénomène à part de la nucléosynthèse stellaire, c'est aussi un phénomène à part... Merci beaucoup, Matheuse. Ce soir, on a parlé de l'évolution des étoiles et de comment vivent et meurent les étoiles, entre guillemets, mais pour essayer de comprendre comment elles contribuent à produire la matière qui vous compose, vous, mais compose en fait l'entièreté de l'univers tel qu'on le connaît. Donc la contribution stellaire, la contribution des étoiles de manière générale à la fabrication de la matière, ce qui est un phénomène, un sujet hyper intéressant pour essayer de comprendre d'où on vient, d'où la grande question de la poussière des étoiles. Nous sommes poussière des étoiles, nous sommes des enfants des étoiles, littéralement, il est vrai, puisque nos atomes qui nous composent proviennent des étoiles, et il y en a une partie aussi qui proviennent même du Big Bang, en particulier l'hydrogène, qui est en grande partie, quasi-totalité, mais si ce n'est la totalité, du Big Bang. Voilà. On vient déranger pendant ce qui semble être un sujet sérieux. Bon, oui, c'est sérieux plus ou moins, mais en tout cas, assez. On essaye de faire les gros cerveaux, hein, pour un lundi soir, c'est peut-être pas le bon moment, mais voilà, on se donne quand même.